Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver à l'occasion de votre 19h. Voici les titres de ce vendredi 7 juin. Le gouvernement princier et les principaux organismes de solidarité internationale monégasque se sont réunis aujourd'hui à l'occasion d'une réunion de travail. Le directeur général du département des relations extérieures et de la coopération, Isabelle Rosa Brunetto, sera notre invitée pour découvrir tous les sujets abordés à l'occasion de ce 24e rendez-vous, toujours au service de la philanthropie. Nous nous rendrons ensuite à la soirée du Monaco Collectif Humanitaire, un événement pour remercier plusieurs membres emblématiques qui partent à la retraite. Nous vous dévoilerons à travers eux tout le chemin parcouru ces dernières années, car ce sont désormais plus de 570 enfants qui ont pu être opérés grâce à la chaîne de solidarité. Qui dit fin d'année scolaire dit forcément les examens qui vont avec. Les élèves de la Principauté ont pu passer cette semaine les fameux oraux de langue monégasque. Nous irons voir comment cela s'est passé pour eux. La Roca Team a mis à mal ses chances de défendre son titre en perdant le match 2 de la finale du championnat de France face à Paris. Vous découvrirez le résumé de la rencontre dans quelques instants. Et pour finir ce journal, nous prendrons la direction du Café de Paris du 5 au 9 juin. Les couleurs, les saveurs et les sons de l'Espagne y sont à l'honneur. Mais je vous propose de débuter ce journal avec cette information. Alors que l'année scolaire touche à sa fin, Jean-Philippe Vinci est nommé directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il prend ainsi la suite de Madame Isabelle Bonal, qui aura passé 13 années à la tête de cette importante direction. Le gouvernement princier a d'ailleurs tenu à saluer l'investissement et l'engagement sans faille dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière. Le nouveau directeur prendra, lui, ses fonctions à compter du 1er juillet. Ce vendredi s'est tenue à l'auditorium Régnier 3 une réunion entre le gouvernement et les organismes de solidarité internationale monégasque. En Principauté, il y a plus d'une cinquantaine de structures actives dans ce domaine. Pour en savoir plus concernant les grandes thématiques abordées sur l'importance de ce rendez-vous, nous recevons le directeur général du département des relations extérieures et de la coopération. Bonsoir à vous, Isabelle Rosa Brunetto. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés sur Monaco Info pour nous parler donc de cette 24e réunion entre le gouvernement princier et les organismes de solidarité internationale monégasque. Alors racontez-nous comment s'est déroulée justement cette journée. Eh bien, comme vous le soulignez, c'est la 24e fois que nous donnons rendez-vous aux associations monégasques, celles qui sont plus particulièrement orientées vers de la coopération internationale et donc que l'on appelle les OSI. C'est une occasion annuelle qui nous permet de retisser le lien entre les associations et le gouvernement princier, même si la direction de la coopération, presque au quotidien, est en contact avec ces OSI parce que nous avons un travail que nous faisons en commun. Et comme l'a rappelé la ministre, Madame Béraud Amadei, aujourd'hui en ouvrant la session, c'est une complémentarité publique-privée qui est très importante dans les pays où nous intervenons. Vous avez de votre côté, je crois, présenté le rapport Monéval tout en rappelant les obligations des organisations à but non lucratif. En quoi c'est important ce rappel ? Alors effectivement, les associations et fondations qui sont aussi dans le périmètre de contrôle du comité Monéval et donc aussi du GAFI ont des obligations nouvelles, importantes. Et nous savons que ce milieu, pour certains, est structuré parce que ce sont des grosses ONG. Pour d'autres, ce sont de simples bénévoles avec des petites structures. Et c'est un travail très lourd. Et le message a été passé en fin d'année dernière, mais il nous semblait utile à cette occasion de pouvoir à nouveau aborder ce sujet pour les rassurer, pour les accompagner, en présence donc des représentants du département de l'Intérieur, qui sont au quotidien leurs interlocuteurs. Mais aussi, ce qui a été l'idée qui a un petit peu née de notre discussion, c'est que finalement, c'est bien aussi de se poser les questions entre nous, enfin entre OSI. Et donc, je pense qu'on va s'orienter vers une sorte de plateforme ou de FAQ où chacun pourrait poser des questions et aurait des orientations qui pourraient bénéficier au reste de la communauté des OSI. Voilà, par exemple, une des avancées aujourd'hui de cette réunion.
Cette réunion a aussi permis de faire une rétrospective 2022-2023 du partenariat entre la direction de la coopération internationale et des organisations de solidarité internationale monégasque. Quel bilan tout le monde a fait finalement? Nous avons pu constater, et nous l'avons dit aux associations parce que c'est important, que leur professionnalisme au cours des années s'est amélioré. Bien sûr, nous leur fournissons aussi des formations à leur demande sur des thématiques qui peuvent les intéresser. Donc le bilan, c'est un partenariat qui fonctionne très bien. Et aussi, nous avons annoncé une majoration du montant dédié à ces associations monégasques, à ces OSI monégasques pour 2025. Ce qui, je pense, était une bonne nouvelle et un encouragement pour eux à faire toujours plus et toujours mieux. Dernière question, selon vous, qu'est-ce que ces grands rendez-vous apportent aux organismes de solidarité internationale? En quoi sont-ils importants? Écoutez, j'ose espérer que ça leur permet d'abord de comprendre tout l'attachement et toute la reconnaissance que le gouvernement princier fait à ce tissu associatif très dynamique à Monaco, avec des générosités, du dévouement très important. Et donc de leur dire merci avant tout, d'écouter leurs besoins, d'écouter leurs frustrations, parfois ça peut arriver, et d'essayer d'y répondre. On ne peut pas répondre à tout, mais voilà, leur montrer vraiment que public-privé au service des plus vulnérables, ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité au quotidien. Et on le souligne là à l'occasion de ce rendez-vous. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes nos questions à propos de la réunion entre le gouvernement et les organisations de solidarité internationale monégasque. Merci. Et parmi les OSI présentes, Oasis for Peace, une association monégasque. Je vous propose d'écouter les deux cofondateurs au micro de Frédéric Elion. Oasis for Peace est né il y a 5 ans. On a commencé à faire un voyage en Colombie en 1998 et après en 1999 on a monté cette association monégasque. On a fait un projet en Colombie où on va récupérer des terres qui sont en production de cocaïne malheureusement. On les achète, on plante le café. Notre café qui est importé en Europe et on le fait à Ventimiglia. Tout l'argent qu'on gagne du café, on le met dans une fondation que nous avons en Colombie où on récupère on a maintenant 250 filles et garçons qui sont récupérés des narcos et de la guérillas, des jeunes qui sont vraiment dans une situation dramatique et on les maintient, on les envoie à l'école et on essaye aussi de procurer du travail quand ils ont fait leur finale de leur école et de l'université. C'est essentiel pour nous de participer à ces réunions et la collaboration qu'on a avec le ministère de la coopération internationale et l'organisation OSI, ils nous supportent énormément. De notre côté, en plus, nous avons déjà participé à l'appel de fonds pour des projets que le gouvernement nous a financé. La première année, c'était en 2022, c'était un projet sur 1 an. Et maintenant, l'année passée, nous avons concrétisé un autre projet sur 3 ans, donc 23, 24, 25, pour voilà, des projets en Colombie, selon ce qu'Alessandro a dit. Et c'est pour améliorer, en fait, la fondation, la construction, les hébergements, et voilà, pour donner un lieu meilleur aux enfants qui sont hébergés là-bas. Nous continuons à vous parler de solidarité dans ce journal puisque cette semaine également, le Monaco Collectif Humanitaire s'est réuni au Club Nautique. L'occasion de célébrer le départ à la retraite de 4 membres très impliqués et de saluer tout le travail mis en œuvre depuis 16 ans maintenant. Reportage sur place de Théo Schumer et Hugo Comassa. Leur travail en faveur du Monaco Collectif Humanitaire a été de grande qualité, alors leur départ à la retraite ne pouvait pas passer inaperçu. C'était le cas du docteur François Bourlon, cardiologue emblématique qui a suivi des centaines d'enfants pendant plus de 10 ans. On a reçu constamment des patients venant de tas de pays comme le Burkina Faso, le Burundi, le Sénégal, la Guinée, également Madagascar, le Mali, et on a opéré comme ça des centaines de patients. Vous ne pouvez pas me demander le nombre exact, puisque moi, je n'ai jamais voulu même le savoir, puisque pour moi,
chaque patient était particulier, donc je disais toujours, c'est un patient de plus, point c'est tout. Donc voilà la philosophie qu'on développait. Cette soirée était aussi l'occasion d'applaudir les actions du collectif. Lors de sa création en 2008, l'objectif était d'abord d'opérer à Monaco 50 enfants atteints de pathologies non opérables dans leur pays d'origine, sur le continent africain. Aujourd'hui, plus de 570 ont déjà été opérés et même la plupart directement chez eux. Aujourd'hui, plus de 90% des opérations qui ont lieu dans les pays dont les enfants sont originaires et non plus à Monaco. Et les 10% les plus complexes sont opérés en principauté. Donc on a augmenté en quantité, on a augmenté en qualité, on a localisé pour rendre les choses plus simples, moins traumatiser les familles qui se séparent de leurs enfants. On en est très fiers. Une véritable chaîne de solidarité qui n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide précieuse des familles qui ont accueilli les enfants à Monaco, parfois plus de 6 mois, le temps de leur hospitalisation. On en a accueilli 18. Voilà, filles et garçons. C'était une expérience très enrichissante. On fait un petit accueil, on les prend chez nous. C'est comme s'ils étaient nos propres enfants pendant un certain temps. Et c'est formidable de voir que ça continue parce qu'il y a plein de gens qui font la même chose. Nous ne sommes pas les seuls. Ouais. Ça s'agrandit, je pense. Le cocktail s'est conclu par la remise de 2 chèques au Monaco collectif humanitaire, l'un de 2 000 € remis par la Banque à Viande et l'autre de 80 000 € remis par l'association Children and Future. Et cette semaine avaient lieu les traditionnels oraux monégasques pour les élèves de la Principauté. Après avoir été évalués à l'écrit le mois dernier, les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats ont pu passer cette dernière épreuve. Un exercice qui ramène l'identité de Monaco au cœur du sujet. Reportage d'Alban Jonjambre et Arnaud Imbert. Mapiei tanto parla monegasco. O concurso de monegasco é Ancueil. Ancueil c'est a prova orale de monegasco. Mapiei é a língua monegasca. Ils ont quelques minutes pour montrer au jury leur capacité à s'exprimer et à comprendre la langue du pays. Du CM2 jusqu'à la terminale, ils sont plus de 70 élèves à participer à cette dernière épreuve. On met l'identité de Monaco au cœur de cette orale, mais également les compétences qui correspondent au cadre européen des langues, puisque pour nous c'est important, ce sont des scolaires, donc de pouvoir continuer dans cette optique-là. On a besoin de continuer à parler le monégasque parce que c'est une langue qui se perd, c'est vrai qu'on l'entend de moins en moins, même si on l'entend encore. On ne demande pas à ce qu'ils soient bilingues, mais on demande à ce qu'ils connaissent la langue de leur pays d'accueil, ou du pays où ils vont à l'école, tout simplement. Pour moi c'est important parce que ça reste quand même la langue du pays. C'est le pays où je suis née et c'est important de faire perdurer la langue. Je pense que les traditions d'un pays c'est très important et qu'il faut les maintenir. En plus on va apprendre plein d'autres langues avec le monégasque parce que c'est issu du latin un peu, du coup ça peut aider pour les autres langues. La remise des prix du concours de langue monégasque aura lieu le 20 juin dans la cour d'honneur de la mairie de Monaco en présence du prince Albert II. En basket, Monaco a perdu l'avantage du terrain en finale de Betclic Elite. Après avoir remporté le match 1 mardi, les Monégasques ont perdu le match 2 hier soir 77-70. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Julien Laugier. Comme face à Fenerbahçe et Bourg-en-Bresse, la Roca Team n'a pas réussi à faire le plein à domicile, nettement dominateur lors du match 1 de ces finales de Betclic Elite. Monaco a montré un visage bien plus inquiétant dans ce match de jeudi soir perdu face à un Paris Basket bien meilleur que mardi et porté par ses 2 scoreurs, Shorts et Ifi, 45 points à eux deux. Les Monégasques réalisent un premier quart-temps catastrophique en termes d'adresse, 1 sur 10 au tir, 9 sur 18 au lancer franc. Seul Yacouba Ouattara mettra un tir dans ce premier quart-temps où Paris déroule, 18-4, puis 25-11 sur ce gros tir d'Ifi. Excellent jeudi soir, Peter Corneli réveille tout le monde avec un énorme poster. Monaco colle un 26 en 7 minutes et revient à 31 partout, grâce à plus d'intensité et enfin d'adresse extérieure. Moins en vue que lors du match 1, Mike James plante un gros tir avant la pause, 38-36 Paris à la mi-temps. Monaco passe devant pour la première fois du match grâce à Strazel, mais les Parisiens répondent immédiatement. Ifi à 3 points, Simon au drive avec la faute, 1-14-3 et voilà Paris de nouveau à plus 10. Dans le 4e quart-temps, James met dedans à 3 points.
imité par Cornélie, Monaco est de retour. Metty J. Shorts va prendre les choses en main. Le meneur de jeu enchaîne les paniers en isolation dans le Money Time. IFI, comme lors du match 5 face à Lasvel, joue les assassins avec ce tir de très haut niveau. 67-70, Paris égalise à 1 partout et récupère l'avantage du terrain. On a fait un très bon début, comme on l'a fait auparavant contre Lasvel. Et voilà, ils sont revenus dans le match, mais on sait que c'est une équipe de très haut niveau. On leur a donné beaucoup de choses, beaucoup de lancers, beaucoup de rebonds et de relances qui ont revu dans le match. Mais aujourd'hui, on a montré beaucoup de caractère. Voilà, ils sont revenus dans le match, on a su encore montrer des ressources pour rester devant et pouvoir gagner. L'essentiel est fait, c'est qu'on ait gagné aujourd'hui et voilà, on gagne l'avantage du terrain et on aura 2 matchs à Paris à gagner. J'espère qu'on ne va pas le regretter à la fin. On a très mal abordé le match. Je pense qu'on s'est dit qu'on allait gagner quoi qu'il arrive. On était peut-être un peu trop sûr de nous, un peu trop confiants. Ils nous ont montré que c'est une grande équipe avec un grand caractère. Donc tout leur mérite leur revient. Monaco doit absolument remporter un des 2 matchs à Paris pour espérer conserver son titre de champion de France. Et le match 3 aura lieu justement ce dimanche 9 juin à 18h30 à la Adidas Arena. La 4e rencontre se tiendra, elle, le mercredi 12 juin à 21h30. Toujours en sport, l'AS Monaco Waterpolo est sacré champion de France de National 2. Une saison vraiment exceptionnelle pour les poloistes monégasques qui avaient été promus, c'est vrai, en N2 l'année dernière seulement. Et bien un an après, ils décrochent le titre suprême et accèdent à la National 1. Cette montée leur permettra de se confronter à un niveau d'exigence encore plus élevé et de continuer à développer ce groupe de jeunes prometteurs. Bravo en tout cas pour leur belle performance. Hier soir, sur la promenade du Larvoto, une table ronde était proposée dans le cadre du Green Sheet Festival. 4 protagonistes sont venus parler écologie à travers leurs travaux respectifs qui mettent la mer à l'honneur. Un événement qui a vocation à parler d'environnement de manière originale, comme vous l'explique Nadège Massé de la Fondation Prince Albert II. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les imaginaires qui viennent des profondeurs, puisque les océans et les mers nous fascinent depuis l'Antiquité. Donc ce sont autant de portes d'entrée vers un univers venu des profondeurs et une accroche un petit peu différente de l'écologie par le sensible. En tout cas, on avait envie d'offrir un temps festif, rassembleur, très populaire au bon sens du terme, pour permettre justement d'aborder ces enjeux écologiques de façon différente et surtout porter la joie militante, afin que chacun puisse trouver un point d'entrée pour passer peut-être à l'action. Donc l'idée, c'est pas du tout d'aborder des discours anxiogènes, et justement l'art et la culture amènent ça, parce qu'en fait c'est avant tout du ressenti plus que quelque chose que l'on vient comprendre ou réfléchir. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller ancrer des émotions plus positives autour de l'écologie, quel que soit l'âge. Nadège Massé qui était au micro de Théo Schumer sur des images d'Arnaud Imbert. Nous restons dans le domaine de la culture puisque nous vous parlons à présent de la nouvelle exposition à la Galerie contemporaine Other and Wirth Monaco. Ce sont les œuvres de Larry Bell qui seront mises à l'honneur jusqu'au 31 août prochain. Cette exposition se concentre sur certaines de ses œuvres à l'échelle architecturale des années 1970, connues sous le nom de Murs debout. Il reflète un changement dans le travail de Bell survenu à la fin des années 1960 lorsqu'il abandonna l'utilisation de cadres métalliques dans ses sculptures au profit, vous le voyez sur ces images, de panneaux de verre autoportants assemblés avec du silicone. Un air d'Espagne plane sous le soleil de la Principauté, créé en 2009 par Christophe Navarre. Les soirées espagnoles ont fait leur grand retour au Café de Paris. Au programme tapas, pata negra et flamenco. Un reportage de Juliette Rappert et Annelle Marquez. L'édition 2024 des soirées gastronomiques espagnoles a débuté ce mercredi au Café de Paris, une expérience culinaire et artistique à ne pas manquer. L'idée, c'était d'apporter au monégasque et au résident monégasque la touche ibérique, espagnole, l'ambiance festive espagnole, qui est finalement très peu connue en Principauté.
Lors de votre passage à table ou au bar, un spectacle flamenco itinérant ravira vos yeux et vos oreilles. Vous pourrez déguster les plats de la carte espagnole, établis en collaboration avec le chef Fernando, accompagné en salle de la coupeuse de jambon ibérique, championne d'Espagne 2019, Sandra Fernandez. Cette année, on a aussi, au niveau de l'orchestre, donc on a un peu plus de musiciens que d'habitude, mais aussi au niveau de la danse, on a des danseurs de flamenco, dont Rosy Romero Bueno, qui est l'égérie en Espagne du flamenco espagnol en ce moment, et qui chante également. Dans l'assiette, on va retrouver tous les goûts espagnols, le jambon ibérique 100% bellota, qui est très connu dans le monde entier, mais aussi la cecina, le lomo, tous ces produits de charcuterie espagnole, et également la paella traditionnelle aux fruits de mer cette fois-ci. On a un petit peu fait évoluer les plats également. Et le solomillo. Le solomillo, c'est le filet mignon de porc ibérique. Une célébration annuelle pour le plus grand plaisir des clients du Café de Paris, adeptes de la culture hispanique. Le Casino de Monte-Carlo remporte l'European Dealers Championship. Il s'agit du championnat d'Europe des croupiers 2024. Il s'est tenu du 3 au 6 juin aux Pays-Bas. Et c'est la toute première fois que le mythique casino monégasque décroche la première place avec la victoire au concours général de Noémie Serra. Cette compétition prestigieuse réunit chaque année les meilleurs employés de jeux d'Europe. Ce succès renforce la position de leader du Casino de Monte-Carlo et montre à quel point le mythe a su se réinventer en s'ouvrant aussi aux femmes. Cela n'a pas pu vous échapper, rue Princesse Caroline, une toute nouvelle boutique vient de s'installer dans le paysage de la Principauté. Il s'agit de la marque Crisoni. L'inauguration a eu lieu hier soir et les nombreux invités ont pu découvrir la collection femmes et se restaurer dans une ambiance festive. La marque Crisoni a d'ailleurs 2 ambassadeurs de renom puisque ce sont Louis et Marie Ducruet. Je vous propose comme chaque soir de faire un tour du côté de vos prévisions météo. Pour cela, nous retrouvons Alban Jonjombe qui n'a pas de très bonnes nouvelles à nous annoncer. Bonsoir Alban. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Demain, le ciel bleu ne résiste pas en Principauté. C'est le retour des nuages qui seront de passage tout au long de la journée. Les températures resteront largement agréables avec 19 degrés le matin et jusqu'à 23 degrés l'après-midi. Profitez-en car la pluie devrait faire son retour dans les jours à venir. Et en ce samedi 8 juin, c'est la Saint-Médard. Pensez à leur souhaiter une bonne fête. C'est tout pour l'actualité de ce vendredi 7 juin. Merci d'avoir suivi comme chaque soir votre journal sur Monaco Info. Nous le refermons avec les clichés de Manuel Vitali. Il s'est rendu à la 8e édition du festival YouPaint. Consacré au street art, il accueille cette année 12 artistes internationaux qui mettent leur art au service de l'environnement et de la protection animale. Très belle soirée sur notre antenne.